commence cette série de vidéos sur un résumé de la thermochimie. Donc on va présenter ici quelques notions de base de la thermochimie. Donc le but de la thermochimie, c'est l'étude de la réaction de façon thermodynamique, c'est-à-dire l'application de la thermodynamique à la chimie et donc aux réactions chimiques. Le but principal, c'est de relier les fonctions thermodynamiques avec les réactions. Donc il faut connaître qu'est-ce qu'ils représentent les fonctions thermodynamiques pour une réaction chimique, et deuxièmement, savoir l'effet des paramètres thermodynamiques sur les réactions. Les paramètres thermodynamiques comme la température, la pression, la quantité de matière, le volume, etc. Alors que les fonctions, c'est comme H, S, G, etc. Donc c'est le premier but, c'est les premiers deux buts de la thermochimie. Donc on va commencer par les fonctions thermodynamiques et les réactions chimiques. En commençant par l'enthalpie, on a défini l'enthalpie en thermodynamique par H égale à U plus PV. Et de même ici, on peut la définir sous la même forme. Et on montre que l'enthalpie nous permet de déterminer la chaleur échangée entre la réaction et l'extérieur. Donc si on a ici un bécher où on a une réaction, cette réaction peut générer de la chaleur ou absorber de la chaleur. Et pour mesurer la chaleur absorbée ou la chaleur mesurée, il suffit d'utiliser l'enthalpie. Donc la chaleur échangée avec l'extérieur n'est autre que l'avancement de la réaction, c'est xi, fois delta RH, et delta RH, c'est l'enthalpie standard de la réaction. Donc c'est une grandeur enthalpique, énergétique, qu'on utilise pour décrire l'énergie de la réaction. Donc l'avancement c'est en mol, alors que delta RH n'est autre, c'est joule par mol. Donc joule moins 1. Pour déterminer xi, l'avancement, il suffit de faire un tableau d'avancement et déduire xi. Mais pour déterminer le delta RH, on utilise l'une des trois méthodes qu'on va voir. Mais avant ça, on a trois cas selon le signe de QP. Ici, on utilise l'indice P car la majorité des réactions s'effectuent à pression constante, et donc on peut dire que cette relation-là est valable pour ce type de réaction où on a la pression constante. C'est un système isobar. Si QP est positif, donc delta RH est positif dans le sens direct, et on dit que QP positif, c'est-à-dire que la réaction absorbe de la chaleur, et donc la réaction est endothermique. Endothermique, c'est-à-dire il absorbe de l'énergie thermique à partir de l'extérieur. Donc la réaction nécessite de l'énergie pour démarrer. De même pour le cas inverse. Dans le cas inverse, on parle d'une réaction exothermique si la réaction génère de la chaleur. Donc si une réaction génère de la chaleur, on parle sur une réaction exothermique. Alors que si la réaction ne génère ou n'échange pas en général la chaleur avec l'extérieur, on parle d'une réaction athermique ou athermale, système athermal. Donc il suffit de déterminer le signe de delta RH pour connaître la nature de la réaction thermodynamiquement. Et bien sûr, si on a ici des réactifs qui donnent des produits, si le premier sens, le sens direct, est exothermique, alors l'autre est endothermique. Et vice versa, bien sûr, si le sens direct est endothermique, alors l'autre est exothermique. Maintenant, il suffit pour calculer la chaleur générée par une réaction chimique de déterminer delta RH, et pour calculer delta RH, on utilise l'une des méthodes suivantes. Donc, la première méthode, c'est l'utilisation de delta FH0. Lorsqu'on veut utiliser delta FH0, il suffit d'utiliser l'équation, et ici c'est delta R de la réaction, donc delta H de la réaction, alors que le 0 ici c'est à pression égale à P0.
Donc la pression de notre mélange égale à P0. Donc delta RH 0, c'est-à-dire l'enthalpie standard de la réaction, n'est autre que la somme des nu I fois delta FH0 de XI. XI c'est un réactif ou un produit, alors que nu I c'est le coefficient stoichiométrique algébrique de ce produit ou ce réactif. Et bien sûr delta FH c'est ce qu'on appelle l'enthalpie standard de formation de cette molécule là. Et donc c'est ce qu'on trouve dans les tableaux. Donc on vous donne un tableau qui contient les valeurs de delta FH. Il suffit d'utiliser cette relation là pour déterminer delta RH. La deuxième méthode, c'est en utilisant les énergies de liaison. On vous donne un tableau qui contient les énergies de liaison. Il suffit d'écrire la relation comme on va voir dans l'exemple. Et cette méthode-là est pour la PSI, la filière PSI, alors que pour la filière MP, on n'utilise généralement pas cette méthode. La troisième, c'est en effectuant une combinaison de delta RH. Donc on vous donne 3 ou 4 relations. On vous donne le delta RH d'un certain nombre et il suffit de déterminer la combinaison des réactions qui donnent la dernière pour savoir la combinaison de delta RH pour donner delta RH de la dernière réaction. Maintenant, on va voir un exemple pour l'application de ça. Et le premier exemple, c'est l'exemple de la formation de Cl2. On réagit HCl avec O2 pour donner Cl2 et H2O. Et dans ce cas-là, on veut calculer delta RH de cette réaction. Donc selon la première méthode, selon cette méthode-là, il suffit de prendre les produits moins les réactifs. Delta F des produits moins delta F des réactifs, et il suffit bien sûr de multiplier par le coefficient. Car nu I ici c'est plus 2, nu I là c'est plus 2, alors que nu ici c'est moins 1, alors que nu là égale à moins 4. Et donc c'est 2 fois delta FH de Cl2 plus 2 fois delta FH de H2O moins delta FH de O2 moins delta FH0 de Cl fois 4 bien sûr. O2 c'est un corps pur dans son état standard, donc on peut éliminer ça. Toujours lorsqu'on trouve un corps pur dans son état standard, on peut dire que delta FH0 égale à 0. Donc comment peut-on connaître est-ce qu'une molécule est un corps pur dans son état standard? On peut dire que par exemple on essaye de former la molécule à partir des molécules simples basiques de cette molécule là. Par exemple H2O il contient H et O, donc on aura H et O, mais H dans la nature, la forme de l'hydrogène dans la nature c'est H2, et pour O c'est O2, et donc le H2O va se former par deux corps simples, c'est H2 et O2. Le H2 plus O2 va donner H2O avec une demi là, et donc on peut dire que la réaction suivante, la chaleur générée par cette réaction correspond à delta FH0 de H2O. C'est delta RH de cette réaction, c'est égal à delta FH0 de cette réaction. Alors que si on s'intéresse à O2 comme produit, O2 c'est une molécule simple, donc il est formé de O2. Cette réaction possède un produit égal à au réactif, et donc delta FH0 égale à delta RH0 qui est égal à 0, car c'est delta FH de produit moins delta FH de réactif, donc c'est 0. Et donc delta FH égale à 0 aussi. Alors qu'ici, delta RH0 de cette réaction-là n'est autre que delta FH de H2O. Et bien sûr, delta FH dépend de la nature de notre substance chimique. Si on a une substance chimique sous la forme gazeuse, donc on va utiliser delta FH de la phase gaz. Alors que si on a en phase liquide, on va utiliser la valeur de la phase liquide.
Donc, de même ici, on peut dire que pour Cl2, c'est 0 aussi, car pour former Cl2, c'est une molécule simple, donc on va utiliser seulement Cl2, et donc c'est 0. Alors que HCl, non. HCl, par exemple, on peut dire qu'il est formé de H et Cl. H dans la nature, c'est H2, alors que Cl, c'est Cl2. Et donc, c'est une réaction dont les produits sont différents des réactifs. Donc, delta FH0 est différent de 0. Donc, c'est la première méthode qu'on peut utiliser. Pour la deuxième méthode, on utilise les énergies de liaison. Et pour utiliser les énergies de liaison, il suffit de représenter la forme de Lewis de ces molécules-là. Par exemple, HCl possède la forme suivante. Donc on a une liaison simple entre les deux. Ici, on a une liaison double entre les deux O. On a une liaison simple ici, ClCl. Une liaison simple là, une liaison simple là. Et donc, ici, on a deux liaisons HO. Donc, on va écrire ici l'énergie de liaison de la liaison HO fois 2 fois le 2 qu'on a ici. Donc, on aura 4. Donc, on a deux liaisons. Donc, c'est 2 fois l'énergie de liaison dans l'expression fois le 2 car on a deux molécules. Pour Cl, on a une seule liaison ClCl. Donc, une seule énergie de liaison fois 2 car on a un coefficient de 2. Ici, on a OO, donc l'énergie de liaison de OO, de double liaison OO fois 1, bien sûr, car on a un coefficient de 1. Et de même ici, on a une seule liaison HCl, donc il suffit de multiplier par le coefficient, donc c'est 4 fois l'énergie de liaison de HCl. Et bien sûr, les valeurs des HCl et des delta FH sont données. Donc cette valeur-là sera donnée dans un tableau, la même chose pour celle-là, la même chose pour celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et donc on peut calculer delta FH par cette méthode-là ou par cette méthode, c'est la même chose. Pour la troisième méthode, on vous donne deux réactions. Donc voici la première réaction, c'est la réaction A, et voici la réaction B. Donc la réaction A, c'est la réaction de formation de HCl. Et la deuxième réaction, c'est la réaction de formation de H2O. Et on vous donne delta RH1 pour la première réaction et delta RH2 de la deuxième réaction. Donc ces deux delta RH sont connus, la valeur est connue. Et on veut delta RH de la réaction qu'on a ici. Et la réaction qu'on a ici n'est autre que la deuxième réaction, la réaction P, moins 2 fois la première réaction. Et donc on peut effectuer la même opération pour les delta RH qu'on a ici. Et donc on peut écrire cette relation-là. Et bien sûr, on a delta RH1 et delta RH2. Donc on peut calculer delta RH0. Donc c'est les trois méthodes qu'on utilise généralement pour déterminer delta RH. Et bien sûr, si on mesure delta RH, on peut déterminer Q, la chaleur, en joules, car la chaleur n'est autre que delta RH fois xi. Et bien sûr, à partir aussi du signe de delta RH, généralement on vous donne dans la première question de calculer delta RH0 et puis déterminer la valeur de cette grandeur-là, puis commenter. Le commentaire, c'est que est-ce que la réaction est exothermique, endothermique ou athermique. Donc c'est le commentaire qu'on cherche. Maintenant, on va voir l'effet de la température. Pour savoir l'effet de la température, il suffit de connaître que pour un delta RH à une température T2, donc on a une réaction, on connaît delta RH à une température T1 et on veut un delta RH à une autre température T2. Donc on a changé de la température alors que la réaction reste la même. Donc on a toujours A plus B va donner C plus D à la température T1 et après on veut calculer delta RH pour la même réaction à T2. Donc il suffit d'utiliser cette équation là. Donc delta RH à T2 égale delta RH à T1 plus l'intégrale de C delta CP 0 dt. Donc on calcule ça par cette réaction, par cette équation, puis on remplace dans l'intégrale et on calcule la valeur de cette intégrale là, cette
un nombre qu'on ajoute à notre delta RH. Et bien sûr, cette constante-là n'est autre que la somme algébrique des CP0 qui s'exprime en joules. Donc, il s'exprime en joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Dans des tableaux, bien sûr, on vous donne les CP0 molaires ici. Donc, pour comprendre un petit peu ça, on va écrire la relation qu'on a ici. Donc, pour la même réaction, 4HCl plus O2 va donner 2Cl2 plus 2H2O. On peut calculer delta Cp de Cl, donc c'est 2 fois delta, 2 fois Cp molaire 0 de Cl2 plus 2 fois Cp de H2O moins Cp de O2 moins 4 fois Cp de HCl. Et bien sûr, tous les valeurs de Cp sont généralement générées dans des tableaux. Et Cp, généralement, la valeur de Cp molaire, soit une constante, soit un nombre qu'on vous donne, ce nombre-là, et dans certains cas, on trouve qu'il dépend de la température. Donc, on vous donne ALP, les constantes ALP, et il est une fonction affine de la température, donc on peut remplacer ça. Donc, après le calcul du delta Cp, on va remplacer dans cette expression-là, et on va calculer l'intégrale, puis on va ajouter la valeur qu'on a trouvée pour à delta RH0 qu'on va voir dans les exemples bien sûr. La dernière chose, c'est l'effet de changement d'état. Donc dans les questions précédentes ou dans le partie précédente, on n'a pas étudié le cas d'un changement d'état, c'est-à-dire qu'on a considéré que notre réaction, les réactifs et les produits restent dans la même phase, même si on a changé la température, mais généralement on a un changement d'état. Donc pour changer la phase d'un corps pur bien sûr, on a vu en thermodynamique que delta H n'est autre que l'enthalpie ou la chaleur latente molaire. Par exemple, si on a une vaporisation, c'est-à-dire une transformation d'un liquide à un gaz, delta H0 n'est autre que L de vaporisation. Donc le L de vaporisation, c'est une valeur qu'on vous donne dans des tableaux, bien sûr. Donc pour comprendre l'application de ça, on considère la première réaction, c'est à une température de 25 degrés C. Dans cette réaction-là, l'eau est liquide, alors qu'à 200 degrés, l'eau devient gaz. Donc on a un changement d'état ici. Et dans ce changement d'état, on veut calculer le delta RH à T2, donc à 200, alors qu'on connaît delta RH à T1, donc à 25. On trace ce qu'on appelle un cycle de Hess. Un cycle de Hess est un cycle qui nous permet de visualiser un petit peu les différentes étapes. Et dans ce cycle-là, on présente notre réaction à la température 25 et notre réaction à la température de 100. Et on regarde pour chaque espèce quelle est la trajectoire qu'on doit parcourir pour arriver à la température finale. Donc par exemple pour HCl, c'est une espèce liquide, donc c'est aqueux normalement, donc c'est aqueux ici, il va rester aqueux. Donc on n'a pas de changement d'état et donc delta H1 n'est autre que l'expression qu'on a vue précédemment, donc c'est l'intégrale de T1 jusqu'à T2 de C0P de HCl fois dt, bien sûr fois 1,4 car on a ici un coefficient 4. Pour O2 on a la même chose, on n'a pas de changement d'état, c'est un gaz toujours, donc on peut écrire que c'est l'intégrale de T1 jusqu'à T2 de C0P de O2 fois dt. Donc il suffit de connaître Cp pour déterminer la valeur. Et Cp bien sûr, il est donné dans un tableau dédié pour ça. Pour Cl2, c'est la même chose. La transformation dans ce sens-là est donc
C0 delta CP delta H03, c'est la transformation de T2 jusqu'à T1 car on parcourt le cycle dans le sens inverse dans ce cas, et donc on aura C0P de CL2 fois TT, bien sûr, fois 1,2 qu'on va écrire ici. Pour H2O va changer d'état, et donc on va couper notre trajectoire à trois parties. La première partie, c'est à partir de la phase gazeuse à 200 degrés jusqu'à la phase gazeuse à 100 degrés, car c'est la température d'ébullition. Donc dans cet intervalle-là, on a une ébullition ou une liquéfaction, car on a à la fin un liquide. Donc ici, on a un liquide à la fin. Donc on a vu en thermodynamique que les changements d'état s'effectuent à température constante. Donc ici, on a un changement d'état à la température TL qu'on a ici. C'est la température de liquéfaction. Donc de 200 à 100, on a l'intégrale de T2 jusqu'à TL de C0P de H2O gaz, car c'est gaz ici et c'est gaz ici, avec un 2 bien sûr, car on a 2 là, fois TT bien sûr. Ici, on a une liquéfaction, et donc en utilisant cette règle, c'est L de la liquéfaction, alors qu'ici on a un refroidissement, et donc c'est l'intégrale de TL jusqu'à T1 C0P, mais dans ce cas là c'est pour la phase liquide, H2O pour la phase liquide fois dt. Et donc on a l'expression de delta H1, delta H2, delta H3, delta H4, 5 et 6. Et bien sûr, on a delta RH à T1, donc on peut connaître delta RH à T2 en effectuant, c'est comme une loi de Maille. Donc delta RH à 25, donc c'est cette flèche-là, égale à delta H1 plus delta H2, donc on est arrivé à partir des produits à 25 degrés jusqu'à à partir des réactifs à 25 degrés jusqu'à les produits à 200 degrés. Maintenant on effectue la réaction, et donc delta H1 plus delta H2, c'est les premiers deux flèches qu'on a ici. Après on doit ajouter la flèche qu'on a ici, donc c'est ce terme là, donc c'est la deuxième flèche. On a commencé de là et on veut arriver à ce point là, donc on peut suivre cette flèche là, donc c'est le premier terme, ou on peut suivre les deux flèches qu'on a ici, les flèches rouges. Donc voici le premier terme, le deuxième terme, puis cette flèche là, c'est le troisième terme, puis cette flèche là, celle-là, celle-là et celle-là. Et donc c'est les trois termes qu'on a ici. Et donc on connaît ça, c'est la valeur qu'on a ici, on connaît ça, voici son expression, on connaît ça, voici son expression, on connaît delta RH3, voici son expression ici, delta RH4, voici son expression, 5 aussi, et 4 aussi. Donc on connaît toutes les expressions qu'on a ici, mais on ne connaît pas la constante qu'on a là. Et donc c'est celle-là. Donc on peut déterminer delta RH à T2 à partir de ce cycle-là. Donc c'est comme une loi de Maille. Il suffit de tracer le cycle et faire la somme. Et bien sûr, on va faire ça en exercice après. Donc on a vu pourquoi on utilise delta RH. Delta RH nous permet de calculer la chaleur. Et on a vu comment peut-on calculer delta RH, soit par delta FH, soit par les énergies de liaison, soit par la combinaison des valeurs de delta RH des autres réactions. Et on a vu l'effet de la température et l'effet de changement d'état.